Bonjour à tous, alors le cours sur indépendance et nouveaux États, donc la décolonisation de l'Empire britannique. On fera dans le chapitre 3 l'indépendance de l'Empire français. Donc aujourd'hui nous allons voir l'Empire britannique. Alors je vous remontre la carte de l'Empire britannique, donc il est gigantesque, c'est le principal empire colonial du monde en 1945 encore. Alors ici avec différents statuts qu'il n'est pas nécessaire de commenter. Là on vous montre le degré d'indépendance de certains États par rapport à d'autres. Mais globalement on va dire que la perle de l'Empire britannique, c'est les Indes, c'est-à-dire que voilà, les Britanniques tiennent énormément à l'Afrique du Sud, ils tiennent énormément au Canada qui est déjà plus ou moins indépendant, mais vraiment ce qui fait dire qu'il y a encore un empire britannique, c'est le fait qu'elle est la reine est impératrice des Indes, et c'est ce territoire-là qui va monopoliser l'attention sur les décolonisations. Alors l'Inde, on en parlera assez longtemps, notamment à cause de ce personnage-là, qui est quand même assez célèbre, indépendamment de l'Inde, qui est Gandhi. Alors Gandhi, c'est la même image, c'est le même personnage qui est là. C'est pas juste une question de d'âge, effectivement, dans un cas il est plus jeune et dans l'autre il est un peu plus âgé, mais c'est pas que ça le problème. Alors l'histoire de Gandhi, elle est simple. Gandhi était un avocat, et là vous l'avez ici en avocat, en costume d'avocat, diplômé de Londres, et il va enseigner ici en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud fait partie de l'empire colonial britannique, et donc lui, jeune indien diplômé de droit britannique, va aller enseigner, plaider du côté de l'Afrique du Sud où il y a une très forte communauté indienne. Et là-bas, il est extrêmement choqué, puisque les Britanniques pratiquent déjà ce qu'on appellera plus tard l'apartheid, c'est-à-dire une espèce de ségrégation raciale, un racisme absolument ahurissant, et il constate que les Indiens sont considérés vraiment comme des citoyens de seconde catégorie. Il se fera notamment expulser en Afrique du Sud d'un train qui est réservé aux non-indiens, et donc il retourne en Angleterre, en Inde, pardon, en 1914, et il change d'abord de costume, puisque les Anglais n'acceptent pas d'intégrer les Indiens comme des égaux, eh bien je refuse le costume britannique, je refuse la soumission à l'Angleterre, et je vais me battre pour l'indépendance de l'Inde. Et ça se marque notamment par le changement de costume et le changement de vêtements. Alors Gandhi, on le connaît également pour une autre raison, c'est sa technique de combat qu'il a appelée lui-même à partir de 1919 la méthode de la non-violence. Donc la non-violence, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tension, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violence, ça veut dire simplement que Gandhi refuse d'utiliser le terrorisme, la lutte armée, la guerre civile pour obtenir l'indépendance de l'Inde. Et donc il va utiliser des méthodes non violentes. Alors je vais vous en montrer quelques exemples. Notamment en 1930, il va entamer ce qu'on appelle la marche du sel. La marche du sel, c'est quoi? Eh bien en fait, les Anglais, les Britanniques ont imposé un impôt sur le sel, qui est un aliment essentiel, notamment pour la conservation de la viande et des aliments. Et il y a une espèce d'impôt très élevé sur le sel. Les Indiens n'ont pas le droit de récolter eux-mêmes le sel, même s'ils vivent au bord de l'eau, au bord de la mer. Il faut qu'ils l'achètent et qu'ils payent ses taxes. C'est quelque chose qui ressemble énormément à ce que nous avions appelé la gabelle dans l'ancien régime en France, pour ceux qui se rappellent de leur cours de quatrième. Alors la marche du sel, ça consistera à aller tous les matins récolter, c'est ce que fait ici Gandhi, aller récolter un peu de sel, un peu là, et en l'occurrence il ramasse un peu de boue remplie de sel. Ce n'est pas du tout quelque chose qui va changer grand chose à l'économie britannique, mais il veut dire par là que je refuse de payer les impôts britanniques, je refuse d'utiliser le sel britannique. Autre méthode non violente, 1925, ici on le voit, Gandhi va acheter un rouet et il va commencer à filer lui-même sa laine, à faire tisser lui-même ses vêtements. Tout cela pour dire je refuse d'acheter des vêtements achetés ou fabriqués par des Anglais, je boycotte les produits anglais et il faut tout fabriquer nous-mêmes, les Indiens, avec des produits indiens et des main-d'œuvre indiennes. Donc c'est une façon de résister à l'Empire britannique. Alors finalement,
l'indépendance est acquise, le principe de l'indépendance est acquis dès 1945. Je vous rappelle que 1945, on a vu ça dans le premier chapitre, les empires sont fragilisés, et le premier ministre anglais, qui est travailliste, hein, donc plutôt de gauche, Clement Attlee, donc élu Premier ministre en 1945, décide qu'il est temps pour la Grande-Bretagne d'accepter l'indépendance de l'Inde, qui est réclamée déjà depuis 1914 par Gandhi. Alors, je vous lis quelques petits extraits de la déclaration de Clement Attlee à la Chambre des communes, donc ce que nous appellerions l'Assemblée nationale, le 20 février 1947. Il dit « Le gouvernement pense que le moment est venu de faire passer la responsabilité du gouvernement de l'Inde dans les mains indiennes. Donc ça y est, c'est le moment de l'indépendance, nous sommes en février 1947. Ensuite, le gouvernement de Sa Majesté exprime au nom des peuples britanniques sa bienveillance et il souhaite l'accession à l'indépendance de l'Inde, qui de fait devient un État indépendant en 1947. Et il dit cependant, là il explique pourquoi il souhaite que l'Inde devienne indépendante, les habitants de nos îles britanniques souhaitent que l'association des peuples britanniques et indiens ne prenne pas fin. La grande idée de Attlee, c'est cela, c'est que de toute manière, l'indépendance de l'Inde est quasiment acquise un jour ou l'autre, parce que les Britanniques ne peuvent pas engager des moyens de violence éternelle, et la lutte pour l'indépendance dure déjà depuis très longtemps. Et donc, puisque cette indépendance est inévitable, eh bien, il faut simplement maintenir certains liens d'amitié, de culturel, économique avec les anciennes colonies. Donc ça, c'est ce que les Britanniques vont appeler le Commonwealth, ça existe encore aujourd'hui. Ça a été créé en 1931. En fait, ce sont des États qui sont plus ou moins indépendants. Alors, ce sont parfois même des républiques. Hein, certains de ces États sont devenus des républiques. Mais ceci étant dit, voilà, ils sont indépendants, ils font ce qu'ils veulent. C'est le cas de l'Australie, c'est le cas du Canada. Mais par contre, ils reconnaissent que la reine d'Angleterre est leur reine, encore aujourd'hui. Elle ne sert plus à rien, ce n'est pas elle qui prend les décisions, mais il y a encore un lien avec le Canada et la Grande-Bretagne par la couronne. Dans d'autres cas, ce sera simplement des liens liés par la langue, la culture, des liens économiques. Et c'est cela que Clement Attlee espère gagner, éviter une guerre coloniale qui couperait définitivement les liens et favoriser une méthode d'accession à l'indépendance, étant entendu que ces liens coloniaux seront transformés à des liens d'amitié au sein du Commonwealth. Alors, vous avez ici l'Inde. Il a été prévu donc qu'elle obtienne son indépendance en 1947. Le problème, voilà, donc les Britanniques abandonnent l'Inde en 1947. Le problème, c'est que l'Inde, ça n'existe pas vraiment. C'est une création du colonisateur britannique. L'Inde, c'est un État qui est gigantesque. Hein, si vous regardez ici l'échelle, là vous avez 1000 km pour l'échelle, donc là vous avez quasiment 2500 km de large, presque 2500 km de haut, c'est quasiment un pays à l'échelle d'un continent. Donc si vous allez en Inde, vous serez très surpris. Il n'y a pas une langue indienne, ils parlent presque 200 langues. Ils n'ont pas tous la même couleur de peau. Ici, ils ont plutôt la peau un peu noire, ici c'est un peu plus clair, ici elle est un peu plus proche. Enfin voilà, il ne faut pas imaginer que quand vous êtes afghan ici, la population qui est de l'autre côté est totalement différente. Donc ils n'ont pas tout à fait les mêmes couleurs de peau, pas tout à fait les mêmes cultures, pas la même langue. Ça c'est un gros problème. Et en fait, l'Inde a été unifiée par les Anglais, mais il y a des différences religieuses, linguistiques, culturelles qui font que quand l'indépendance est donnée aux Indiens, eh bien en fait la guerre n'éclatera pas entre les Indiens et la Grande-Bretagne, mais elle éclatera entre Indiens eux-mêmes. En fait, quand les Britanniques donnent l'indépendance, éclate une guerre civile. C'est ce qu'on a appelé la partition de 1947, et la partition va se faire en gros entre les hindouistes, qui sont ici, localisés dans cette couleur violette, et les populations musulmanes, qui se trouvent plutôt ici, dans les régions du nord, du nord-est et du nord-ouest. Alors aujourd'hui, on appellera ça le Pakistan. En fait, c'est ça qui va se passer, hein. L'Inde obtient son indépendance, mais en fait, le pays est divisé en deux États. Le Pakistan musulman, et l'Inde, qui continue à garder le nom de Inde, plutôt hindouiste. Il y aura un autre morceau, cette partie-là est peuplée de musulmans, donc elle fait d'abord partie du Pakistan, et elle obtiendra son indépendance à son tour en 1971 et deviendra le Bangladesh, qui a le privilège d'être l'un des États les plus pauvres du monde. Alors cette partition entre musulmans et hindouistes est terrible. Les musulmans massacrent les hindouistes massacrent les musulmans. Alors ici vous avez des photographies de massacres de populations musulmanes à Delhi, la capitale, et puis cela va amener en fait des mouvements de population
Donc ce sont ces images de trains bondés. Les musulmans qui se trouvent ici vont vite se réfugier du côté du Pakistan. Les hindouistes qui se trouvent dans ces régions-ci vont se réfugier en Inde. Et vous allez avoir un nombre de populations qui se déplacent absolument terrible. Si on faisait un bilan très rapide de cette partition de l'Inde de 1947, c'est 1 million de morts en presque 3 mois d'indépendance. Donc pour la seule année 1947, c'est 15 millions de personnes déplacées, donc qui ont abandonné leur maison pour aller soit vers le Pakistan pour les musulmans, soit vers l'Inde pour les hindouistes. Et il y a toutes les horreurs qu'on peut imaginer. Alors j'en prendrai juste un parmi d'autres. Mais parmi ces massacres, je retiendrai surtout le cas des 75 000 femmes qui ont été enlevées, converties de force et, il faut bien l'avouer, violées assez fréquemment, puisque le viol peut être aussi une arme de guerre, une arme d'intimidation pour pousser les populations musulmanes ou hindouistes, selon les cas, à partir. Donc si on peut imaginer le pire, et d'ailleurs c'est cette idée-là que j'ai volée à l'historien Urvashi Bhutalia dans Les voies de la partition Inde-Pakistan, c'est un livre de 2002 dans lequel il raconte toutes les atrocités, notamment le sort de ces 75 000 femmes violées lors de la partition. Autre et dernière étape de cette violence de la partition, eh bien Gandhi a combattu pour l'indépendance de l'Inde, il a obtenu l'indépendance de l'Inde et il est finalement assassiné en 1948 par un fanatique hindouiste, assassiné donc ici, vous voyez son cadavre. Il a osé essayer d'empêcher la partition et ce sont les fanatiques qui vont l'emporter. Alors ici vous avez la carte de l'Inde après la partition, donc le Pakistan qui existe toujours aujourd'hui, le Pakistan musulman, le Pakistan oriental qui est rattaché au Pakistan occidental et qui va devenir le Bangladesh en 1971, et puis toutes ces régions-ci qui vont former l'Inde. Alors il y a quelques petites anomalies de couleurs. Alors tout simplement parce que par exemple la France possédait une ville qui s'appelait Pondichéry. La France va rendre Pondichéry à l'Inde en 1954, c'est une façon de rendre une partie de nos colonies. Les Portugais vont rendre la petite île de Goa, et puis certains petits états qui étaient encore indépendants vont se rattacher à l'Inde très rapidement. Bon, si on devait retenir 3 idées, comme on le fait à chaque fois. Alors d'abord, retenir un nom qui est essentiel, Gandhi, et son choix de la non-violence comme méthode d'accession à l'indépendance. Deuxième idée forte, le gouvernement britannique et le choix de la transformation de l'Empire en Commonwealth, avec des liens très lâches, mais des liens qui persistent entre l'ancienne métropole et les anciens territoires coloniaux. Et en 1947, l'Inde rejoint le Commonwealth. Et puis troisième idée forte, la partition de l'Inde dans la violence en 1947. Les affrontements n'ont pas lieu entre l'ancienne puissance coloniale et l'Inde, mais elle a lieu entre Indiens musulmans et Indiens hindouistes. Bon, nous avons terminé pour cette partie-là. La décolonisation anglaise, dans le programme de 3e, on nous demande uniquement de retenir l'exemple de l'Inde. Nous allons ensuite voir l'indépendance de l'empire colonial français, sur lequel nous nous arrêterons évidemment un peu plus longtemps. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, de bonnes révisions, et puis ne cherchez pas les histoires, c'est moi qui vous en trouve. Au revoir à tous.